son rencontre CSPN spéciale. Mais li spécial, extraordinaire, côté que nous avons invité le ministre des Finances. C'est peut-être ça que nous faisons réunion ça au niveau du ministère des Finances. Nous avons un ministre de planification qui était là. Et nous avons un directeur au Fatma qui était là. Dans le discours solennel que le président de la République a présenté dans le Parlement, le jour qui était 8 janvier 2018, il était passé instruction par le Premier ministre pour nous régler la question de prime, arriéré de prime pour les policiers. Ensuite, deuxièmement, c'est arriéré de promotion pour les policiers. Ça qui est un problème majeur dans la police. Parce que comme nous connaissons, les ressources sont très difficiles, il faut nous essayer de joindre les ressources pour nous joindre les résultats. Eh bien, il y a un certain nombre de décisions que nous prenons suite à la rencontre ça. Premièrement, en ce qui concerne les primes, d'ici la semaine prochaine, tout policier a bien prime. Ça, c'est le premier bagage. En ce qui concerne arriéré de promotion, il y a une réunion qui a faite la semaine prochaine, au début de la semaine prochaine. Côté que, selon les ressources que nous gagnons, nous prenons régler le problème ça que nous allons mettre à jour, c'est que tout policier qui a un grade, il va toucher COB en rapport avec radio. Et puis en ce qui concerne arriéré même, nous allons voir dans quelle mesure, dans le cadre d'un budget rectificatif, nous allons commencer à toucher arriéré. Et puis dans le cadre du budget 2018-2019, nous allons résoudre le problème d'arriéré de façon définitive. Ensuite, deuxième point que nous discutons de points en ce qui concerne, n'est-ce pas vrai, les policiers ont tombé le mourir et que les familles n'ont pas joint l'assistance. Donc, au niveau de la PNH, il y a bien pour payer, pas payer, mais il y a bien pour cotiser au niveau de l'OFATMA. Et que ça, l'OFATMA prend une fois pour toutes, n'est-ce pas vrai, genre de problème ça. Et puis nous parler de questions d'intérêt général. Nous connaissons que la police nationale a fait un pile effort et nous-mêmes au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, nous allons essayer de joindre des ressources pour nous équiper la police, n'est-ce pas vrai? Hôpital de police, nous avons un ministre de planification qui était là avec nous. Nous avons possibilité pour nous dégager aux alentours de 2 millions de dollars américains pour nous finir l'hôpital de police. D'accord? Et puis, nous avons de bonnes informations que la police a portées pour nous. Par exemple, il y a une information qui est très importante en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne la question de douane, parce que la police frontalière là, que nous déployons au niveau de frontières, il a commencé par les résultats. Côté que nous avons commencé à mettre main sur le monde qui a fait trafic ZAM, il y a des ZAM que nous commençons à saisir, il y a des conteneurs qui sont bloqués, que nous saisissons tout, qui est fait dans le cadre de contrebande. Nous pensons que c'est vraiment une bonne nouvelle pour la société. C'est un atelier sur recherche stratégique et qui aborde différents thèmes dans le domaine de la pêche et aquaculture en Haïti. Il est entré dans le cadre d'un projet que nous gagnons, que nous mettons en œuvre avec le financement de la BID, c'est le projet du renforcement de pêche artisanale. C'est un projet qui est censé dans 2 départements principaux dans le pays, 3 départements, c'est Sud-Est, Sud et Grand-Anse. Et le projet a été pour en plus intensité après le passage de cyclone Mathieu. Si nous sommes capables, il y a de cela 1 mois, moi j'étais de passage dans la côte sud là, particulièrement à Chadonnière, côté nous avons distribué des matériels de pêche, tant que des bateaux, des kits de pêche. C'est dans le cadre du projet ça qui est financé par la BID, c'est un projet qui a commencé depuis 2015, l'a fini en 2020 et c'est pour un montant de 16 millions de dollars, 15 millions de la BID et 1 million de contrepartie. Donc nous passons à l'autre étape assez importante, c'est-à-dire que côté que nous venons aborder le domaine de la recherche appliquée dans le domaine de la pêche et aquaculture. Et nous sommes capables de rappeler nous tout, pêche et aquaculture, c'est un secteur qui pesait vraiment lourdement dans la feuille de route que le gouvernement Moïse Lafontaine te soumet au ministère.
parce que c'est un secteur qui a une importance capitale dans le cadre du développement socio-économique pays, puisque il touche environ 54 familles, 54 000 familles réparties sur près de 500 localités qui trouvent sur 1535 km de côte que nous avons. Donc, il pourra atelier ça, il pourra le faire 2 jours, il pourra le sortir avec des résolutions et des thèmes de recherche. Et après, c'est 3 instituts qui vraiment ont grand peu d'expérience dans la recherche, tant que l'Institut de recherche et de développement, IRD, IFRAMER et University of West Indies. Après toute résolution, on n'a pas attendu que d'abord il y a un gros apport dans le cadre du renforcement de capacité institutionnelle, d'abord, puisque nous avons pile et assistance les formés de cadres qui travaillent dans le domaine de la pêche, les formés d'associations de pêche, le secteur privé est là, des représentants d'ONG. Ouais. Donc tout le monde peut tirer profit de discussions. Il y a poté éléments partout et après il y a des résolutions en capant que nous pouvons mettre en application dans le cadre de ce projet, toujours avec le financement de la BID. Le programme de développement pêche là, d'abord, il y a un renforcement de capacité des différents acteurs de la filière. Comme acteur de la filière, tout le monde voit le pêcheur. Et bien, son programme qui est non seulement pêcheur, il est marchand de tout. Ouais. Il y a un renforcement en cas de matériel de pêche. Ouais. Il y a un renforcement en temps de capacité de conservation, parce que nous connaissons pêche là, son secteur très fragile à cause de vulnérabilité et produits de pêche. Donc, le projet a l'hypothèse un appui en termes de matériel de conservation de pêche. Non ciblé ensemble des départements ou bien seulement Non, jusqu'à présent, nous sommes dans le sud, sud-est et Grand-Est. Le projet, l'objectif, c'est améliorer les revenus des pêcheurs dans la zone d'intervention du programme, qui sont les départements du sud-est, du sud et de la Grand-Est. Et la exécuté dans 7 communes dans le département du Sud, 7 communes dans le département de la Grand-Est et 8 communes dans le département du Sud-Est. C'est un projet qui a une durée de vie de 5 ans, qui a commencé depuis 2015, mais qui a pris fin en 2020. Et le projet a bénéficié d'un financement de 15 millions de dollars par la Banque interaméricaine de développement, avec une contrepartie du gouvernement qui est estimée à 1 500 000 dollars. Nous, en 2010, le ministère de l'Agriculture mettait en place un plan de développement de la pêche et de l'aquaculture. Et le plan de développement, en 2011, nous avons renforcé ou bien ficelé un projet d'investissement dans le secteur de la pêche maritime. C'est à partir de ces 2 grands documents que le projet de développement de la pêche artisanale là, il prend naissance, qui c'est un projet qui va gagner pile retombée sur le secteur pêche là, mais surtout dans le département du sud-est, du sud et de la Grand-Est. C'est un projet qui a 3 composantes. La première composante là, divisé au renforcement institutionnel et du système de formation, c'est-à-dire la mise en place d'un système de collecte de données permanente qui est important pour tout secteur, parce que sans données, nous ne pouvons pas prendre de bonnes décisions. Et mise à jour de cadre légal là, qui date de 1978, qui a des bons bagages là-dedans, mais qui méritent adapter. Et nous avons salué tout et les conditions sanitaires que nous allons mettre en place et renforcer et mettre en place un système de conditions sanitaires et des produits halieutiques. Et il y a une deuxième composante qui c'est la mise en place d'infrastructures de conservation. Si nous produisons, si nous améliorons la production, mais il faut nous moyens pour nous conserver, permettre que les consommateurs soient capables de bénéficier de produits de meilleure qualité. Ça, c'est la deuxième composante là. Il y a une troisième composante qui est très importante, c'est le renforcement des capacités des acteurs locaux. Côté nous mettons en place une stratégie de renforcement organisationnel. Nous connaissons une pile d'associations dans le pays, mais qui manquent structurées. Mais à travers le programme ça, nous mettons en place des programmes de formation et restructurer toute association pour permettre que soient capables de mieux contribuer dans le développement sectoriel. Et dans la troisième composante, l'autre aspect qui est important, c'est le programme de cofinancement. Cofinancement qui est là-dedans, l'accès à bateaux, moteurs, et congélateurs solaires, des glacières. Mais ça n'a fait, l'association pour bénéficier d'équipements, il y a pas une contrepartie.
dans le passé. Il y a des associations d'équipements gratuitement. Mais nous remarquons que les gens n'ont pas investi, les gens n'ont pas contribué, ils n'ont pas bail matériaux, toute importance qu'il y a. Maintenant, nous exigeons une contrepartie qui n'est pas en pile. Maintenant, pour responsabiliser toute association par rapport à l'entretien, par rapport à la gestion, équipement qui va servir au bénéfice de toute association et dans la zone de développement sans problème. Avec le nouveau directeur pour permettre à ce que nous puissions atteindre beaucoup plus de résultats pour permettre au pays d'être très visible par rapport aux efforts qui sont consentis pour manifester sa collaboration dans tout ce qui est actuellement la stratégie mondiale de sécurité sanitaire internationale. Donc nous allons continuer à contribuer à ça. Nos remerciements vont directement à tout le personnel ici présent. Okay, pour leur collaboration et je vous félicite pour cet accomplissement et cette confiance que vous avez placée en nous. Soyez tous rassurés du soutien de la collaboration que vous apportez au sujet de la gouvernance et du renforcement du leadership de notre pays à ce poste. Donc merci pour ces longues années de travail assidu, cher Patrick. Je sais que tu as toujours un rêve. Parce que je me souviens, le premier jour où on s'était rencontrés, on a parcouru le pays ensemble, à deux, sans chauffeur. On a discuté, tu as partagé ton rêve et j'avais promis de t'accompagner pour pouvoir atteindre ce rêve. Ce rêve de voir Haïti meilleur, ce rêve de voir la santé de la population s'améliorer, ce rêve de voir plus de bien-être, plus de prospérité au sein du pays. Donc, c'est une étape de ta vie. Je sais que beaucoup de chemin reste encore à parcourir. Nous sommes avec toi. Bonne chance et bon succès. Je ne vais pas remercier Paul pour son apport au système. Donc, si je voulais être reconnaissant, je dirais qu'à un certain moment, il a même participé à ma formation. Parce que malgré la différence d'âge, Paul fut mon professeur à un certain moment de mon parcours. Parce qu'il y a de ces histoires qui vous ramènent un petit peu en arrière. Ceci ne veut pas dire qu'il est mon aîné. Je suis son aîné. Et ceci ne veut pas dire non plus que j'étais à l'école tard. Mais j'ai pris la décision à un certain moment de ma vie de retourner sur les bancs de l'école et j'ai eu Paul comme professeur. Je sais qu'il a été un bon collaborateur, donc vous avez entendu tout à l'heure son introduction pour le docteur Dely. Il vous a dit qu'il l'a pris en main, qu'il l'a pris sous ses aisselles. Ils ont parcouru le pays sans chauffeur, mais je dirais sans chauffeur attitré parce que probablement un des deux a conduit la voiture qui les a amenés aux quatre coins du pays après le tremblement de terre. Donc, le ministère de la Santé publique et de la Population par mon organe dit merci au docteur Adrien pour avoir servi le ministère, le pays, la population haïtienne en général. Il ne laisse pas le système. Il l'a dit lui-même, il va se perfectionner. Et nous espérons qu'il va revenir pour mettre encore à disposition de cette population ces nouvelles connaissances. Une population qui attend beaucoup de nous, une population à qui nous devons beaucoup. Quant au docteur Dely, que j'ai appris à connaître récemment, le docteur Adrien vous a déjà vanté ses qualités. J'ajouterai seulement une chose. Il n'est pas que médecin. Il est aussi normalien et à ce qualificatif de normalien s'affuble aussi l'adjectif de supérieur chez nous. Donc il est normalien supérieur. Ce qui veut dire non seulement il est normal, mais il est aussi supérieur. Donc nous espérons qu'en faisant la jonction entre cette double qualité, entre ces deux qualités, de normalien, c'est-à-dire quelqu'un qui sait comment faire respecter les normes, si on veut un petit peu anticiper, quelqu'un qui est, je dirais, qui a l'esprit scientifique, parce que les épidémiologistes, c'est ça aussi, c'est remettre en question, c'est juger, c'est analyser. Nous n'avons aucun doute qu'il est à son poste, qu'il est à sa place. Nous attendons beaucoup de lui
nous lui promettons aussi notre accompagnement. Comme je dis, nous ne pouvons pas au niveau central faire le travail seul. Le travail, il est énorme, il est ardu et les difficultés sont inqualifiables certaines fois. Il y a des fois où on ne les voit même pas venir. Si on n'a pas de bons collaborateurs, si on n'a pas de collaborateurs dévoués qui sont décidés à se mettre à côté de nous pour changer les choses, nous n'allons pas arriver à ce changement-là. Mais ce changement, il ne va pas venir tout seul. Ce changement, il ne va pas venir des autres, il doit venir de nous. Nous devons d'abord nous changer, nous devons croire au changement, travailler pour ce changement, pour voir arriver ce changement. Merci à tous les partenaires qui ont toujours supporté la direction d'épidémiologie, de laboratoire et de recherche. Nous savons que nous pouvons encore compter sur eux. Merci à vous, cadres de cette direction, vous qui allez apporter, je ne doute pas, votre pleine collaboration au nouveau directeur, à qui je dirais quand même d'être à l'écoute, d'être ouvert, d'être proche de ses collaborateurs, du plus petit jusqu'au plus grand. Et je ne parle pas dans le sens physique du terme, je parle dans le sens de responsabilité. Il y a une information que le gardien peut vous donner, et c'est cette information-là qui va vous permettre de faire la différence. Ne négligez aucun de vos collaborateurs. Soyez plutôt un serviteur, soyez à leur service. Comme on dit souvent chez nous, servez plus que de vous faire servir. Bienvenue à la direction d'épidémiologie. Bonne soirée. Il m'échait de prendre la parole en cette cérémonie aujourd'hui comme directeur de la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche d'elle. Quelle plus grande fierté, quelle plus grande dignité. Qu'il me soit permis tout d'abord de saluer et de remercier la ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Marie-Grita Roy-Clément, mon directeur général, Dr Lauré Adrien, de la confiance qu'ils ont placée en moi pour occuper ce poste, ô combien déterminant pour le ministère de la Santé publique et de la Population. Aussi, je saisis l'occasion pour saluer le travail effectué par tous mes prédécesseurs à la tête de la DELR, notamment le docteur Roch Magloire de regrettée mémoire, docteur Paul Adrien, le directeur sortant, mon professeur, un ardent défenseur des collaborateurs, en pile bête directeur. Je vous remercie d'avoir jeté les bases d'une DEL axée sur les résultats. Et au docteur Donald Lafontaine, le directeur adjoint, mon encadreur, le premier conseiller, notre bibliothèque ambulante, qui nous a imprégné de la vision d'une DEL solide et efficace, performante à l'échelle nationale tant qu'internationale. C'est pour moi un grand honneur et une immense délectation d'être aujourd'hui le directeur de la DELR. Je mesure aussi l'immensité et l'ampleur des responsabilités que cette fonction m'incombe à la tête de cette direction dotée d'une mission fondamentale, celle d'assurer la planification de l'action sanitaire, la régulation des normes et procédures, la coordination de l'ensemble des informations reçues sur les principales maladies prioritaires transmissibles et non transmissibles, en vue de maintenir un système d'alerte précoce et de favoriser l'intégration des activités de prévention, de protection et de contrôle des maladies. Je veux promettre à la ministre de la Santé publique et à mon directeur général que ma collaboration sera pleine et entière avec vous et avec les autres entités du ministère en vue d'améliorer l'état de santé de la population. Sous mon leadership, la DEL, fidèle à sa mission, poursuivra ses objectifs pour rendre disponible, directeur, l'information épidémiologique
pour la prise de décision opportune à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Avec ces entités opérationnelles ayant pour fonction essentielle la surveillance épidémiologique, la prévention des maladies, la structuration et réglementation des laboratoires du pays, la gestion informatique des statistiques sanitaires, la promotion, le suivi de l'intégration de la recherche opérationnelle, aucun effort ne sera trop grand pour que la DELR puisse atteindre ses objectifs. Je voudrais aussi d'entrée de jeu m'adresser humblement aux directions et aux unités du ministère, tant du bureau central que des structures déconcentrées, à savoir les unités d'appui telles UADS, UGP, UEP, UG, unité juridique, les directions telles DPEV, la DPSPE, DSF, DPMNT, DAB, DRH, les unités de coordination, UCP, PNCM, PNLT, PNLS, PNST, l'unité de coordination nationale du programme de nutrition, le Centre d'information et formation en administration de la santé CIFAS, le Centre ambulancier national et les directions sanitaires départementales de nous accompagner dans notre mission. En ce qui concerne la surveillance épidémiologique, aujourd'hui vous savez aussi bien que moi que le monde constitue un petit village où les citoyens se déplacent constamment. La menace croissante de pandémies liées au virus et aux bactéries enjoint donc les communautés nationales et internationales à adopter des mesures spécifiquement ponctuelles. Haïti, dans la foulée, se voit elle aussi impuissante à s'abriter de l'introduction inopportune d'une souche virale pandémique quelconque. Nous garderons pendant longtemps le souvenir du choléra. Cette faiblesse rend notre pays tout aussi incapable d'enrayer leurs actions meurtrières sur son territoire déjà affaibli de tant d'autres déconvenues de différentes natures. Les expériences montrent que la capacité d'un pays à affronter tout phénomène inhabituel s'élève exponentiellement de sa préparation, ajoutée à son organisation face au développement de tels sinistres. Cela pourrait donc significativement aider à réduire les effets à toute pandémie. Bon, ce n'est pas une mesure qui concerne seulement Haïti. Sont en alerte sanitaire internationale qui baille contre des produits CELIA, lait, que yo découvert là-dedans un microbe, si nous parlons comme ça, qui est le salmonelle, qui est responsable de salmonellose, qui est gens qui consomme lait ça. Ça pour nous dire, c'est que ce n'est pas que nous gagnons des cas de salmonellose liés à lait là en Haïti. Sauf que dans l'eau que yo dit qui est capable responsable là, yo découvert que gain dans l'eau ça qui était venu à Haïti. Haïti fait partie de pays environ 83 pays qui te recevoir l'aide ça. Donc par mesure de précaution, nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique de concert avec le ministère du Commerce qui vient pour être avec question, nous faisons notre sortie. Mais si nous regardons bien, nous pas le premier pays qui sortit notre ça. Semaine dernière, notre contact a circulé sur les réseaux sociaux qui est sorti Côte d'Ivoire et même la France côté l'État produit, il y a des mesures similaires qui prend pour dire non seulement pas consommer mais suspendre tout distribution produit. Et dans ce sens ça, nous voyons un coup de chapeau pour maison qui représentent produits CELIA en Haïti qui lui-même déjà font notre sortie pour dire population pas consommer et l'été relais tout le monde que l'été mettait produit à la caillou en vente pour y retourner produit et yo même yo déjà gagné des monde qui marché ramasser produits qui étaient déjà en circulation. Mais est-ce que c'est seulement l'être là? C'est pas parce que ils ont pas ensemble de produits. Est-ce que c'est nous ça ne relève ici le temple de l'épidémiologie. Nous avons parlé d'épidémiologie. Gon bagay yo relè la kay nous, attention pas capon. C'est dans produit ça, dans l'être là que yo joindre bactéries.
Mais maintenant, il y a un côté que le fabriqué. Dans l'usine que le fabriqué, par mesure de précaution, l'autorité française dit, si on joint une bactérie dans un produit, il est capable probable tout que bactérie c'est dans l'usine dans lieu, donc il peut contaminer l'autre produit. Et en ce sens, il y a une mesure que vous prenez, qui c'est peut-être une mesure qui est drastique, c'est que vous demandez usine qui produit, qui fabriqué maintenant, pour lui camper sous production tout l'autre produit et puis vous faire ça les décontamination. Donc, autrement dit, nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas de problème lait célia contaminé. Nous recevons un message qui dit clairement que vous identifiez une quantité de lait qui probablement est contaminée. Et comme dans l'eau que vous incriminé, il y a la donne qui devient en Haïti, quand vous gagnez dans l'autre pays, donc tout pays qui te recevoir dans l'eau, il prend mesure de prévention. Ça nous dit que la population pas consommer le si vous avez acheté, pas continuer à acheter si vous pouvez acheter, et distributeur qui est responsable de distribuer l'aide là, pour lui faire rappel, c'est-à-dire pour lui prendre tout côté que le débat. Il y a une petite précision m'a essayé pour nous. En général, pour certains produits, quand vous médicaments ou bien des bagages comme ça, agence de distribution fait ça nous les mises en consignation. Ça veut dire que ça veut dire que c'est pas des produits que souvent ou même vous achetez pour le revendre. C'est des produits que vous mettez dans le commerce pour vendre et au fur et à mesure qu'il y a venu chercher comme là. En ce sens, les gens qui ont produit pour vendre, ils pas poser un problème pour retourner parce que souvent c'est pas l'argent que vous investi que vous avez perdu. Son commerce que vous avez fait ou tu as le vendre pour un monde et puis pour moun nan vinn toucher. Donc moun qui bon vendre nan li ou pas vendre la vinn chercher à faire. Donc faut juste remettre moun nan à faire. Et si jamais gen moun qui te payer produit, maison rembourser yo. Donc c'est ça et maison lui-même n'est pas perdu comme là parce que c'est manufacture là, c'est usine qui fait là qui dit rappeler. Donc autrement dit son remboursement en chaîne. Donc personne pas perdu rien. Seul monde qui a perdu c'est population s'il continue fait tête raide consommer produit. Malgré que, m'a répété encore, je dis encore qu'on n'a parlé là, pas gagné des cas de maladies en Haïti qui liés à consommation lait là. Nous connaissons, je dis à ces petits gens qui consomment lait ça, est-ce que vous avez une idée comment ils manifestent ces bactéries ça? Ok, ça nous relève salmonellose. Si nous voulons, pour nous rendre une question simple, typhoïdes sont salmonellose. Ok, il y a plusieurs types de salmonelle. Donc c'est pour ça qu'il y a ensemble de maladies que salmonelle de cabane en salmonellose. Mais typhoïde là sont salmonelle qui baille tout qui est salmonelle latifi, mais c'est des détails techniques et scientifiques que nous pas besoin rentrer là-dedans. Et tout le monde en Haïti qui compte de parler de fièvre typhoïde, il y a un premier bagage qu'on gagne d'abord c'est la fièvre là, donc c'est pour ça qu'il y a le fièvre. Ensuite on gagne diarrhée, ou gagne ventre fait mal, ou gagne des troubles gastro-intestinaux pour nous pas appeler rentrer dans des termes trop techniques. Mais ça qui est important, lait là sont lait qui fait pour consommation timoun. Donc, on connaît que les gens sont une entité qui est beaucoup plus fragile parce que les gens. Donc, nous ne pouvons pas remettre que les gens al consommer lait pour qu'ils éventuellement malade. Bon, apparemment, en Haïti, il y a grand monde qui ont amusé à boire lait. Donc, c'est pour ça que nous parlons à toute population, parce que salmonellose, il ne prend ni grand monde, ni petit monde. Fabricant dit qu'il fait pour petit monde, mais si il y a grand monde qui connaît boire l'eau, parce que c'est un lait en poudre, grand monde n'a doit boire. Donc, nous demandons même pour grand monde pour ne pas consommer lait ça. Est-ce qu'il y a des possibilités? Si les gens qui fait le venir, ils disent retourner le bon moins, ils disent qu'ils ne peuvent pas commander encore. Côté il y a produit là, usine n'a campé production. Donc, tu as supposé pas gagner encore qui est en production, donc il pas supposé rentrer sur le marché. Ça pour t'a poser une question pour t'a poser, mais moi-même question m'a posé tout le monde des populations, c'est nous connaissons source d'entrée officielle. Ça veut dire qu'il y a une maison qui officiellement représente les produits. Maintenant, s'il y a d'autres sources d'entrée, ça c'est autre chose. Ce qui n'est pas le cas pendant que je parle avec vous là. Jeudi, nous lançons un séminaire sur dépannage téléphone. Mais ce séminaire, il y a plusieurs branches là-dedans. Il y a dépannage téléphone, il y a faire liquide, il y a apprendre moun coude, il y a faire Clorox savon, il y a pour faire plusieurs autres activités. C'est des séminaires côté que nous avons agrandi et enrichi cette jeunesse là. Comment que nous-mêmes nous faisons initiative ça?
On sait des ministres, directeurs généraux qui pensaient en plus jeunes garçons devant le ministère, ils regardent comme mendiants. Mais ce n'est pas vrai. Des fois, on arrête de humilier. Mais ils n'ont pas une chance tout pour entendre, pour qu'on qui problème qui passe. Lorsqu'on a des jeunes garçons qui ont madame, qui ont petite, et qui ont problème comme caille, et des fois tout, qui t'a même mangé un matin. Eh bien, les ça, ils sont obligés de camper devant boîte pour l'État répondre aux bagailles. Eh bien, ils disent, ils veulent prendre destin en main. Et ça fait que je dis, on fait soudi dans main et nous avons une petite table que nous avons mettre. Il n'y a pas besoin de l'État encore. Il n'y a pas besoin de monde pour un pour fatra parce que ils disent c'est monde, ils disent ah bah mendiant, ils pas mendiant encore. Et avec des ministres, des secrétaires généraux qui attendent, moi-même Charles Lesti, coordonnateur ministère de l'Intérieur, nous dit jeunes ça yo ont en pile possibilité, jeunes ça yo capable. Et nous demandons encadrer yo, nous demandons faut accompagner yo. C'est pour raison ça qui fait que me lancer une formation de 10 000 jeunes et nous prenons 4 000 jeunes dans l'Ouest et nous prenons jeunes dans la Gonave, nous prenons jeunes dans Oka, nous prenons jeunes au Cap, nous prenons plusieurs jeunes de différents côtés, une façon pour nous montrer jeunesse là, des compétences, jeunesse là, des volonté pour le travail. C'est Moza qui prend une grande initiative ça, qui est pour former une série de jeunes. Je dis à nous faire théorie et nous avons fait pratique. Et nous sommes des colonateurs qui parlent au Baïmounio, on fait à souder et puis pour nous capable de prendre la ria. Mais dans l'optique ça nous même je dis pendant qu'on apprend information ça qui n'a vive information qui n'a pas prendre moi même j'ai plusieurs bagages qui ont capté dans l'information parce que yo parler des bots de téléphone, yo parler des téléphones dans chauffer, il y a attaque moteur, yo parler de dans le téléphone gen pan écouteur et puis il gen pan micro, c'est-à-dire que go paquet de bagages moi qui apprendre jodi là. Et ça fait moi m'a demander moun responsable pour toujours capable bay regarder organisation qui c'est Gilles pour capable toujours capable bay support même j'ai dit avec des 10 000 jeunes dans la société pour capable avancer.